séance. Bonjour à tous. Merci d'être là. Je pense que la feuille de présence a circulé et nous avons donc le quorum pour ce conseil. Maintenant, je vais donner les procurations que j'ai pour que ceux qui sachent où signer. Donc, Ghislaine Pouky a donné une procuration à Vincent Daval. Oui, pardon. Françoise Cherout a donné une procuration à Virginie Artero. Stéphanie Coleno a donné une procuration à Julika Lamanan. Marie Duchère a donné une procuration à Paula Edenrein. Et Roxane Filadi est là jusqu'au rapport numéro 6 et donnera procuration pour la suite à Julien Bonino. Je vous remercie. Vous dire aussi que nous avons reçu la lettre de démission d'Emmanuel Sambin, donc pour raison personnelle, donc lettre, l'email, voilà, les lettres qui est postée mais qui va arriver. Donc il est parti dans le Vaucluse, déménagement et pour une reprise de son travail. Donc voilà, je tenais à le remercier à ce conseil, même si la procédure va se poursuivre pour après l'équipe de M. Faro verra comment ça se présente par la suite. Mais en tout cas, je tenais à remercier sa personne dans sa pertinence en conseil et en commission. C'était quelqu'un d'engagé et d'assidu, et notamment envers le conseil municipal des jeunes. Puisqu'il était toujours présent et participait activement à toutes vos réunions, et avec un esprit d'intérêt général, une compréhension des lois qui nous réglementent au niveau des communes, des intercommunes, du département, de la métropole et de l'État. Et il n'était pas dans une posture d'opposition systématique. Et donc voilà, je tenais à dire c'est quelqu'un qu'on a beaucoup apprécié. Voilà. Remercier aussi les techniciens qui sont là en conseil et vous présenter Madame Navarro, qui est directrice de l'Assemblée des services à la population et qui est arrivée le 27 mars. Elle a déjà fait un premier conseil au niveau du CCAS pour le ROB, et donc voilà, elle assiste à ce conseil municipal pour la première fois à Malmort, mais ce n'est pas la première pour elle parce qu'elle a pas mal d'expérience. Voilà. Donc nous avons un ordre du jour avec 12 rapports. Merci Sylvain Castagnier d'être le secrétaire de ce conseil. Il a déjà pris les notes et concentré. Oui. Ça va, parfait. Et vous dire que donc il n'y aura pas d'approbation du procès verbal de la dernière fois, puisque dans l'envoi des dossiers c'était le jour même et qu'il fallait un délai de 12 jours pour ce conseil du budget. Donc nous ferons les deux PV au mois de juillet, celui de la dernière fois, du ROB, et celui d'aujourd'hui. Voilà. Donc on va pouvoir passer directement au rapport numéro 1, si vous le voulez bien. Oui, exact. Alors, juste une petite remarque, je me fais repréciser, et c'est bien parce que j'allais oublier. Au niveau de la retransmission des vidéos sur le site internet, la dernière fois on a rencontré encore des difficultés au niveau du son, donc vous mettre en garde par rapport au téléphone, d'être vraiment en mode avion et sans échange au niveau des mails, ou des SMS, parce que ça perturbe au niveau du son. Bon, moi, je ne vais pas jeter le mien, mais je vais marcher beaucoup moins derrière. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on avait déjà dit, parce que ça perturbait beaucoup, et bon, que je me permets de redire parce que ça perturbe vraiment la vidéo. Le rapport numéro 1, oui, c'est bien,
c'est l'affectation des résultats de 2024. Et comme vous le voyez, nous avons donc l'annonce, je retrouve mon document, pardon, là-bas. Nous avons l'annonce de la clôture de résultats pour 3 153 320. Nous l'avions du coup délibéré lors du précédent conseil. Et comme vous le savez, la loi nous impose l'obligation de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement, pour ne pas être en déséquilibre budgétaire. Mais il apparaît que la section d'investissement présente aucun besoin de financement, parce qu'elle est excédentaire. Et on va répartir de cette façon ce résultat en abondant la section pour concourir au financement du programme 2025 1 153 320 à l'investissement et on maintient en fonctionnement 3 millions moins 1 153 000 qu'on met en investissement, ce qui fait 2 millions. Donc pour simplifier le tableau que vous avez dans le rapport, nous avons voulu vous présenter de cette façon-là, donc c'est très clair. Et du coup, je devais vous demander donc d'affecter en partie l'excédent de fonctionnement pour 1 153 319 en investissement et maintenir par conséquent la somme de 2 millions sur la section de fonctionnement. Du coup, le résultat de clôture de la section d'investissement hors reste à réaliser quant à lui est de 2 836 701 € et porté au compte 001, ce sont les recettes, et m'autoriser à prendre toutes les mesures d'exécution de cette présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions sur ces affectations, sur ce rapport numéro 1? S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc abstention, l'équipe de M. Tarot et M. Brochet. Donc le vote à la majorité, je vous en remercie. Le rapport numéro 2, il concerne la fiscalité directe locale et la fixation des taux d'imposition pour 2025. Donc on va le voir dans le tableau que la fiscalité reste identique. Je tiens à préciser vraiment qu'il n'y a pas d'augmentation de la part de la commune. Donc on a un taux TH de 11,8 en 2024, il est le même en 2025. Un taux pour le foncier non bâti de 35, il reste 35 en 2025. Et un taux sur le foncier au 30 en 2024 et 30 en 2025. 35. Non, 30. Voilà. Donc, à savoir que ce produit, l'estimation du produit pour 2025, ça c'est pour votre connaissance, c'est pas dans la délibération, mais c'est important de savoir que c'est une recette de 3 325 000 €. C'est toujours pareil, hein, on l'estime, et c'est à peu près au même niveau de recette que l'an dernier, on était à 3 326 000 €. Ce qui veut dire aussi qu'il faut qu'on poursuive bien entendu nos efforts de maîtrise de dépenses, puisque ça est indispensable pour garder le même niveau de service public. Donc voilà ce rapport numéro 2 sur les taux de 2025. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Platon? Merci. C'est pas une question, c'est une information, on en a parlé à la commission. La taxe d'habitation sur les logements vacants qui pouvait éventuellement être perçue par la commune sur délibération, ce n'est pas le cas. Désormais, ça n'est plus possible
Et par contre, c'est une obligation et une taxe, elle est remplacée par une taxe sur les logements vacants, qui est obligatoirement perçue par l'État, dont le taux est fixé à 17% la première année et 34% les années suivantes. Donc ça n'existait pas. Et c'est reversé intégralement à l'ANA. Alors ça, c'est l'information. La suggestion, c'est si on veut que les Mamontais récupèrent une part de ce financement, il faudrait que la commune accompagne les démarches de conventionnement de l'ANA et en fasse la promotion. Ça nous permettrait de récupérer un peu cette part de financement et d'en faire bénéficier la commune et les gens qui veulent rénover leur logement et les gens qui pourraient y habiter. Voilà. D'accord, on était au courant de ces éléments et on tient à dire quand même que la commune incite en fait à ce conventionnement, etc. et incite aussi par d'autres aides, et notamment sur les logements, les façades, etc., à rénover les logements. Après, c'est vrai que c'est une volonté, on va dire, des Mamontais, et nous, on peut inciter, on peut faciliter, mais après, c'est la volonté des Mamontais, bien entendu. D'autres remarques? Non, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc l'abstention de l'équipe de M. Faro. Et vote à la majorité. Merci à vous. Donc le rapport numéro 3, c'est la partie budget primitif de la commune pour l'exercice 2025. Donc voilà, nous avons, et je tiens à remercier le service communication vraiment pour toujours cette synthèse dans les PowerPoint, parce qu'elles vont vraiment dans le travail au-delà de ce document, même s'il est synthétique, du document budget que vous avez reçu, il faut le vulgariser. Et ce PowerPoint permet de vulgariser. De temps en temps, je vous renvoie aux pages, mais ça facilite la lecture et la compréhension. Donc, merci à elle pour ce gros travail de PowerPoint. Donc, nous allons voir sa présentation générale. Comme d'habitude, on travaille sur des sections de fonctionnement et d'investissement en recettes et en dépenses. Donc, un budget primitif qui est ici en fonctionnement de 12 108 335 € et en investissement de 11 075 137 €. Donc, ce budget de 12 et de 11 millions, il s'inscrit dans la stratégie choisie, puisque la dernière fois nous avons fait un débat d'orientation budgétaire et on a inscrit les grandes orientations. Donc maintien d'un service public répondant au plus grand nombre de Mamontais, poursuite de la programmation des travaux sur la commune, optimisation des dépenses de fonctionnement, et on verra en détail comment on peut réduire ces dépenses, et maintien des subventions aux associations, que ce soit les associations, le CCRS, le CIBU, les écoles et le périscolaire. Donc, on commence par les recettes réelles de fonctionnement. D'où viennent nos recettes? C'est quand même important de le savoir. Et vous voyez que le graphique montre une disproportion évidente dans les différentes parties. Il faut savoir que impôts et taxes, c'est 82,1% de nos recettes. On va le voir en détail, d'où est-ce que ça arrive et à quelle somme. Ensuite, les dotations, subventions et participations, c'est 6,3. 7,2, c'est les recettes d'exploitation, c'est les tarifs que l'on vote
et qui apportent à la commune ces recettes-là. 3,4% autres recettes. Si vous voulez bien, on distingue la fiscalité, puisque c'est 82%. Cette fiscalité, elle arrive avec 46% de reversement de la métropole, 3 842 036 €. Les taxes locales, on l'a vu dans le rapport numéro 1, apportent 3 325 000 à la commune. Et les autres ressources fiscales, 1 093 473. Donc, il faut savoir que ce produit fiscal est estimé à 8 259 €. Et ce sont nos ressources qui vont nous permettre, bien entendu, de fonctionner et de conserver vraiment un service au mieux et surtout un service public important. Ça, ce sont les recettes. Si on passe aux dépenses, là aussi pareil, hein, d'abord un zoom global. Nos dépenses de fonctionnement prévues pour 2025 seront... ce budget-là est prévu à 12 108 335. Les dépenses réelles s'élèvent à 9 900 000 et elles concernent, et on le verra après en détail, les charges de personnel, 5 400 000, les charges à caractère général, 3 200 000 et les autres charges, 1 200 000. Donc, à cela, que certains peuvent se demander pourquoi 9 millions alors qu'on parle de 12 millions, eh bien, l'autofinancement alimente la section d'investissement pour 1,7 million et les opérations d'ordre pour 435 000. Alors, ce qui est intéressant de voir par rapport à 2024, c'est qu'on constate et on vise une diminution sur l'ensemble des dépenses de fonctionnement de moins 3% par rapport à 2024. Objectif qu'on se tient. Concernant le zoom, à chaque fois, vous savez qu'on fait un zoom sur 3 chapitres essentiellement. Le premier sur les charges de gestion. Là, on affirme que on maintient le soutien aux associations et partenaires, donc c'est important, puisqu'on voit qu'on accompagne les associations pour 240 000 €, que la participation au CIVU est de 381 881 €. Participation scolaire, c'est un budget important, 119 000 €. On accompagne le collège sur les voyages, on accompagne les écoles sur leur coopérative scolaire, 5 900 €, et bien entendu sur tous les projets que les enseignants peuvent avoir, qui sont validés avant les vacances de Toussaint. Et on accompagne aussi l'école Saint-Michel au GEC pour 110 000 €. On donne, et ça on en a parlé au ROB, et on sera dans le budget CCAS, une subvention d'équilibre au CCAS à hauteur de 225 000 €. Et ensuite, autres dépenses, là ce sont des frais, indemnités, frais de formation des élus, 118 500 €. Et participation à la ZAD de Craponne, 30 000 €. « 240 000 €, il manque un petit zéro, mais tout le monde a compris. Ouais. Voilà, pas de souci. Merci. Autre charge de gestion, c'est le 011. S'agissant du chapitre 011, il faut savoir que les dépenses à caractère général, c'est tous les frais qui concernent l'entretien du domaine public, les biens, les immeubles, les réparations, les locations, les fuites, les carburants, l'alimentation, les assurances. Vous savez qu'il y a pas mal de communes qui malheureusement ne peuvent plus assurer leurs biens. Nous,
ça va, pour le moment, on tient le coup. Les impôts, les prestations de services, voilà, tout ce qui est dans le fonctionnement du service public. Donc, ce qui est intéressant, parce qu'on l'avait anticipé, c'est de dire qu'en 2024, et ce 29% de dépenses d'énergie, c'est moins 29%. Ça veut dire qu'on est arrivé dans le fonctionnement à faire des économies par nos bâtiments, par l'éclairage public, par la convention du parc auto, électrique, etc., le chauffage, à économiser 29%. Mais heureusement, puisqu'on sait qu'on va avoir en 2025 des nouvelles dépenses et ces économies sur le fonctionnement nous permettent d'avoir, même si du coup on aura une baisse de 12%, mais on pourra faire face en fait à la taxe d'assainissement dont le Pays Salonnais était exonéré et que la métropole remet pour 50 000 €. La redevance spéciale des déchets, il faut savoir que la métropole aussi a des obligations et on a une prévision de passage en déchetterie puisqu'on paie tous les déchets de la commune pour 40 000 €. Et là, c'est une volonté aussi de déplacer l'école Espédido pendant le temps de travaux, puisqu'il va y avoir 1 an de travaux à l'école Espédido sur son extension. Et les enfants seront à l'école Mistral, bien séparés, bien entendu, sur le rez-de-chaussée et avec une cour aussi séparée. Et il y aura 2 modulaires en plus dans la cour Mistral pour 75 000 €. Donc, une baisse sur ce chapitre, 0,11, de 12% prévue pour cette année 2025. Le troisième chapitre, ce sont les charges personnelles, donc le 0,12. Donc, juste un petit rappel, au 1er janvier 2025, nous avons 116 agents, 30 contractuels, 4 agents de catégorie A, 13 agents de catégorie B et 99 agents de catégorie C. Comme indiqué lors du débat d'orientation budgétaire, on voit bien entendu la masse salariale du 0,12 prévoit une augmentation. On le sait. Pourquoi? Parce qu'on a des obligations d'État. Et l'obligation d'État, ce sont les dépenses réglementaires contractuelles. Vous voyez que ce montant-là n'est pas négligeable. Pour l'année 2025, il faudra 293 424 € supplémentaires. Concernant la hausse des cotisations patronales, l'URSSAF, un point de plus, l'impact annuel du glissement vieillesse-technicité, la hausse de l'assurance du personnel, tout cela fera cette somme-là. Donc on anticipe, et bien entendu c'est prévu pour le budget 2025. Les autres dépenses sont liées aussi aux besoins de la commune, mais en moindre, puisque ce sera un besoin de 52 870 €. On sait déjà qu'on a des postes à pourvoir. On a le directeur financier qui arrive en juin. On a des remplacements de congés maternité. On a de renfort éducation, médiathèque et alternant cuisine. Et des postes qui n'étaient pas en poste plein et qui le seront pour l'année 2025. Et surtout, on harmonise l'IFSE et on est à la 5e année d'harmonisation. Et bien entendu, ce sont les primes fixes des agents liés pour 29 000 € en 2025. Voilà, je pense que c'était important de le préciser. Ce sont les 3 plus gros chapitres, de façon à ce qu'il y ait vraiment la totale transparence sur ce prévisionnel pour 2025. Concernant l'investissement, les recettes d'investissement, donc on les affiche et on voit que, même si on va le voir dans le détail après, on a les recettes réelles pour 4,4 millions et autres recettes pour 6,6 millions. Donc les recettes attendues
sont globalement de 11 millions d'euros. Et on va voir d'où est-ce qu'elles proviennent. Concernant les recettes réelles d'investissement, ben, vous le voyez, et là, voilà, c'est en cela que je disais, vulgariser un document complexe, c'est intéressant parce que ça fait partie. Qu'est-ce qu'une recette réelle d'investissement? C'est l'affectation de résultats de la commune, c'est l'emprunt que l'on va faire de 2 millions, c'est le FCTVA, vous savez que c'est toujours N-2 par rapport à ce qu'on a engagé au niveau des travaux qui est ressorti et qui est à 253 453, et c'est la taxe d'aménagement que nous reverse la métropole pour 32 000. Donc en fait, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne, puisque ça, c'est jamais fixe et c'est toujours aussi aléatoire. Donc, pareil pour les ventes immobilières qu'on prévoit de faire, au niveau des ventes immobilières et remboursement de PUP. Le PUP, je rappelle, c'est sur nos lieuteries avec l'arrivée du Lidl. Et pour autant, il nous faut rester prudent. Et on reste toujours prudent dans l'affichage de ces recettes. D'autres pourront arriver et compléter cette prévision, mais en tout cas, là, on affiche ce qu'on sait. Et c'est important. Donc, les autres recettes d'investissement, puisqu'on voit qu'elles sont aussi de l'ordre de 6,6 millions, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'autofinancement de la commune, 1,7 million. C'est l'excédent d'investissement de 2 836 701. Ce sont des opérations d'ordre de 435 069 euros. Et c'est les restes à réaliser, c'est-à-dire c'est les subventions restes à réaliser du département qui sont de l'ordre de 1 668 968 euros. Donc, la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous étiez étonné des subventions à zéro à ce niveau-là. Voilà, parce qu'en fait, on inscrit là, pour 2025, les restes à réaliser, et c'est ce que a été notifié et que l'on sait qu'ils seront réalisés cette année. Donc ça correspond à des projets déjà lancés. Et si vous êtes un petit peu perdu par rapport au budget primitif et au rapport que vous avez, ils sont listés en page 9. Hein, voilà. Donc ainsi au total, les recettes d'investissement, entre les recettes réelles et les autres recettes, c'est 11 75 136 euros. Un petit zoom sur les subventions demandées en 2025, là aussi, hein, puisque nous allons passer des délibérations derrière pour l'État. Sachez que plusieurs dossiers ont été déposés en 2025, notamment auprès du département, afin de financer nos futurs projets. La création de la maison de santé pluridisciplinaire et l'extension du Col Espérido apporteront 5 millions d'euros en subventions attendues, et avec ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est les restes à réaliser de 1,6 million, c'est donc un total de subventions attendues pour l'exercice 2025 de 6,6 millions. Voilà pour les recettes. Concernant les dépenses, les dépenses réelles d'investissement pour l'année 2025 sont de l'ordre de 9 736 454 euros. Il est intéressant de voir que dans ce graphique, on a 74% qui sont portés par les services techniques. On a en urbanisme 23%, avec bien entendu l'achat des terrains agricoles, les subventions d'équipement, les études et les projets de part de centrales photovoltaïques. Et autres services, 3%, pour en fait un investissement
classique et dont les services ont vraiment réduit et on a demandé d'être sur des économies aussi à ce niveau-là. Et je tiens à remercier tous les services qui ont fait ces efforts d'aller dans ce qui était réellement nécessaire et le besoin évident pour cette année-là. On voit que c'est un tout petit pourcentage et voilà, tout le monde fait ces efforts-là lorsqu'on le demande. Donc, à cela, en fait, on le verra dans la diapositive suivante et on l'a voté, il y a 2 conseils sur les autorisations de programme, puisque on a 3 opérations de programme dont on a voté les montants selon les années. Et pour 2025, on sait qu'on a la réhabilitation de la salle des fêtes qui est terminée pour 787 060 €. Voilà, donc on a la photo réelle de la salle des fêtes beaucoup plus éclairée et surtout aux normes. Donc elle est très belle. C'était la partie 2. On a inscrit dans ces opérations aussi pour la maison de santé à l'année 2025 510 000 €, puisqu'on sait que c'est ce qui sera dépensé. Et pour l'extension de l'école Espirido, 1 345 228. Donc on a pour notre année 2025 des autorisations de programme de 2,6 millions. Donc les crédits sont ouverts, ils correspondent aux autorisations de programme et ce sera des dépenses d'investissement sur l'exercice 2025. Vous savez qu'après on peut reporter 2026, 2027 les montants lorsqu'ils n'ont pas été dépensés. Alors quand je disais 74% portés par les services techniques, on va le voir dans la répartition des projets inscrits, 32,6% pour les bâtiments. Donc là c'est économie d'énergie et accessibilité. Nous avons pour l'irrigation, les réseaux 19,7%, l'éducation 18,2%, l'environnement 12,4%, 9,9% sur le sport, 3,4% sur la sécurité, 2% au cimetière et 1,6% à l'équipement. En fait, on voit que ce sont nos bâtiments qui ont le poste le plus important. Pourquoi? Parce qu'on a pris aussi l'option si on veut faire des économies sur le fonctionnement, et on l'a vu, 29% d'économies en 2024, ça se reporte chaque année, il faut qu'on aille sur les économies d'énergie de nos bâtiments et qu'on les rende aussi plus... Alors, c'est même pas du confort, parce que si on voit l'état des services techniques, on va y passer, ça fait quand même quelques années qu'on loue en fait des sanitaires pour cela, et qu'il est vraiment important d'aller sur ces opérations. Donc, dans votre rapport, vous avez tout le listing de ce qui est prévu en 2025. Donc, on peut voir les grosses opérations qui nous attendent sont la phase 3 du schéma directeur d'éclairage public, la cuve de récupération d'eau piscine, voilà, c'est en place. La végétalisation du parking de la maison des associations, c'est pratiquement terminé, il ne reste plus que le petit jardin. Acquisition des parts de la centrale photovoltaïque, c'est aussi en cours avec les citoyens, il faut le rappeler. On fera une inauguration au mois de juin, mais en attendant, ça se présente avec les citoyens, la commune, la métropole et l'association qui porte ça, il faut les appuyer avec nous. Le raccordement fibre mairie, maison des associations. La poursuite de l'isolation du bâtiment, je le disais, et l'école Espirido a en cela bien avancé. Il y a 2 parties dans l'école Espirido, il faut le comprendre. C'est
la rénovation énergétique et l'extension. Hein. Il faut bien comprendre que c'est deux phases différentes. La rénovation énergétique est pratiquement terminée, Julia, tu confirmes? Ouais. Et l'extension, elle démarrera en juillet. Voilà. Je le disais, la création des bureaux de services techniques. Donc là aussi, un gros chantier dans l'ancienne caserne des pompiers, hein, qui va être adapté en fait aux besoins que l'on a de ces bureaux et qui libérera aussi après d'autres espaces. On a une création d'aires de stationnement en haut du village, à l'ancien monument aux morts, et la sécurisation de la direction de la vie scolaire, là aussi des bureaux supplémentaires qui sont à l'école Mistral, avec un escalier intégré, et une aide à la création des logements sociaux par, bien entendu, on dit plus subvention d'équilibre, on dit un fonds de concours. Voilà. Donc, je reste dans mes anciens termes, mais ce sont des fonds de concours pour que nos logements sociaux puissent se faire. On a mis l'exemple de la Bastide des Alpines, puisque rue des Alpines, 18 logements se seront du chantier des champs pro, puisque il y a la démolition du hangar qui a été faite et une partie du pluvial intégré, enterré. Voilà, la liste est longue. Bien entendu, à ça s'ajoute un tas de petits, là ce sont les plus grosses opérations, un tas de petits dossiers qu'il est aussi important de traiter. Tout ça pour un budget d'investissement, comme on l'a dit, du montant que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà pour ce rapport numéro 3, avec cette synthèse là-dessus. Donc il s'agit d'adopter ce budget en fonctionnement de 12 108 335, en investissement de 11 075 137, de dire que la subvention du CCAS sera de 225 000, le budget du CCAS est de 1, et autoriser Madame le maire à prendre toutes les décisions et à signer tout acte pour appliquer cette délibération. Voilà. Donc avant de passer au vote, on peut répondre à toutes les questions qui concernent ce budget, s'il y en a, ou des précisions, et on passera au vote après. Oui, Monsieur Faro. Oui. Alors, je ne vais pas prendre la parole pour poser une question, juste pour vous signifier que nous voterons contre ce budget, non pas par opposition systématique, mais parce que nous pensons sincèrement qu'il y a un certain nombre d'investissements qui ne sont pas conformes à ce que nous attendons pour la commune. Bien sûr, vous pouvez le justifier, mais nous divergeons. Nous divergeons sur, par exemple, j'ai vu la cuve que vous avez fait installer pour récupérer l'eau de la piscine. A priori, ça pourrait être une bonne chose, mais je pense que gaspiller du foncier pour faire ce genre de construction, nous n'y sommes pas trop favorables. Refaire un parking qui est quasiment neuf pour le désimperméabiliser, alors qu'on aurait pu désimperméabiliser des parkings qui ne sont pas neufs, effectivement, ça, nous ne sommes pas d'accord. Subventionner les logements sociaux pour permettre à des promoteurs qui ont mal fait leurs calculs de tomber sur leurs pattes, nous ne sommes pas d'accord non plus. Enfin, en revanche, merci pour les services techniques qui attendent depuis si longtemps des conditions de travail décentes dans leurs locaux. Effectivement, sur ce point-là, en revanche, nous sommes d'accord. Sur le gros point sur lequel nous divergeons, vous le savez, je vais encore revenir une fois, c'est la maison de santé, avec le coût exorbitant de celle-ci, sa situation mal placée, le manque d'informations que nous avons sur les personnes qui ont réservé à l'intérieur, pas réservé, quel montant, on aimerait être un peu plus tenu au courant. Et donc, pour ce certain nombre de raisons qui nous paraissent
ne pas correspondre à nos attentes pour le village, eh bien, nous voterons contre ce budget. Je vous remercie. D'autres questions? Oui. Moi, d'abord, je félicite les services qui ont fait cette présentation parce que c'est vraiment très clair, ça parle, c'est une image, et vraiment chapeau. Je pense que tout le monde comprendra et ça pourra s'approprier ce budget. Dans le document qui nous a été transmis, je note qu'il y a un plan d'investissement pluriannuel. Donc, à chaque budget, j'appelais à ce qu'il y ait une vision pluriannuelle. Donc, je remercie d'avoir donné cette vision qui va jusqu'en 2027 et dans laquelle, notamment, il y a pas mal d'opérations de transition énergétique dont on a souvent parlé aussi. Donc, ça, c'est très bien. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de travailler plus que ça et d'échanger sur ce budget et sur certains points. Concernant la maison de santé, moi je demande depuis longtemps une vision sur le financement, sur le plan de financement, et notamment le remboursement, le prêt, enfin bon, qu'est-ce qui est prévu à ce niveau-là, et au niveau de... Et j'ai pas les éléments. Alors il y a eu une réunion publique à laquelle je n'ai pas pu participer, et ça serait bien que pour tous les gens qui n'ont pas pu participer, les planches soient mises sur le site et éventuellement avec un compte-rendu des échanges qui a pu avoir lieu. Voilà, parce que moi finalement, alors pire que ça, je me suis renseigné. Bon, c'est comme d'habitude, tout le monde a compris ce qu'il voulait, ou il y a de tout, on entend de tout et son contraire, donc voilà. C'est bien d'avoir les documents et c'est un peu pareil pour toutes les réunions publiques, y compris sur le PMI, et là ça concerne la métropole. Donc permettre à tout le monde d'accéder aux planches et aux contenus. Deux petits points de détail, parce que voilà, je regrette de ne pas pouvoir participer à ces réflexions. Concernant le photovoltaïque, il y a des projets soit sur le gymnase, soit sur les tribunes. Alors je vous conseille vivement il y a prévu, j'ai vu deux études de structure. À mon avis, ce n'est pas la peine de faire deux études de structure. Il faut commencer dans l'étude de structure sur le gymnase, parce que bon, là on est sûr d'avoir un rendement photovoltaïque intéressant. Les tribunes sont orientées côté nord, donc sauf si l'étude de structure n'était pas validée pour le gymnase. Dans ce cas-là, il faudrait faire l'étude sur les tribunes, mais ce n'est pas la peine de passer les deux en même temps. Voilà. Et autre remarque, c'est concernant le plan vélo sur lequel on a travaillé avec Gisèle. J'ai rien vu du tout, ni en 2025, ni en 2026, ni en 2027. Et je trouve ça très dommage. Et dernière remarque de détail, il y a 50 000 € qui sont prévus pour user un ruisseau. Franchement, aujourd'hui, le SCOT il prévoit de maintenir le plus possible la trame verte et bleue. Donc ces 50 000 €, ça serait mieux qu'ils soient utilisés pour sécuriser les déplacements en vélo, les voies douces, et plutôt que de boucher un ruisseau et de pénaliser les continuités écologiques. Voilà. C'est tout. Et donc, je m'abstiendrai vu qu'on n'a pas pu participer à ces réflexions. D'accord. Donc, je peux faire peut-être deux réponses ou deux remarques, que ce soit M. Platon ou M. Faro, puisqu'on voit aussi les divergences dans les orientations, bien entendu, environnementales
de l'un et de l'autre, puisque M. Farot, en effet, vous êtes non pas du tout dans cet axe-là, lorsque vous parlez de gaspiller du foncier pour une cuve alors qu'on récupère de l'eau, on est dans un axe aussi environnemental et c'est notre choix. Quand on désimperméabilise, ce parking n'était pas neuf non plus et on a aussi cet engagement là-dessus. Quant au subventionnement des logements sociaux, je vous rappelle que nous avons une pénalité, que nous avons des obligations de la loi SRU et que si on n'engage pas justement un accompagnement sur ces logements sociaux, eh bien on peut avoir votre pénalité donc doublée, quadruplée et encore plus. Il faut savoir qu'à l'eau, par exemple, cette année, a 1,2 million de pénalités de SRU sur le non-volonté affichée de ne pas aller sur ces logements sociaux. Donc, tout ce qu'on engage dans les logements sociaux, sachez que l'on déduit de notre pénalité et surtout, on répond à notre contrat de mixité sociale, dont on a quand même signé un engagement avec la préfecture et la métropole pour justement montrer notre bonne volonté et limiter ces pénalités multipliées. Donc, en fait, c'est une anticipation intéressante. Non, on n'aide pas des promoteurs, on est plutôt dans un accompagnement des bailleurs. Et en cela, M. Farot, si vous étiez sur cette posture très fermée, vous vous opposeriez carrément au préfet, parce que la semaine prochaine, nous avons une réunion avec le préfet qui explique qu'il va relancer du renforcement du soutien financier de l'État pour les opérations justement d'acquisition et d'amélioration des logements sociaux. C'est-à-dire qu'ils vont accompagner les communes qui vont déjà dans cette dynamique pour accompagner cela et apporter 15 000 € par PLAI et pareil par rapport au PLUS, 18 000 par logement financé. Donc on est complètement dans un axe intéressant par rapport à cette difficulté que l'on rencontre au niveau des logements, tout en sachant que bien entendu à Malmort on fait des logements sociaux réfléchis en petites unités à chaque fois et dans une mixité totale, puisque on associe souvent logement social et logement privé dans les acquisitions. Ça me permet de répondre du coup à M. Platon sur les 50 000 € pour l'usage, c'est sûrement pour le loi P10. Pourquoi? Parce qu'on avait des ruisseaux en effet, et quand on peut maintenir la trame bleue qui se fera au niveau parfois de l'écoquartier, en tout cas celui-là, il y a dans un risque, on va dire, à partir du moment où on amène de l'habitat dans ce type de ruisseau. Voilà. Et on ne le fait pas systématiquement parce que je sais que ce soit Sylvain ou précédemment l'élu à l'agriculture n'est pas favorable au usage des ruisseaux. D'abord parce que les arbres, voilà, on sait très bien qu'au niveau des haies et ces arbres qui vont chercher l'eau dans ces ruisseaux profonds, c'est très favorable à l'environnement. Donc on ne le fait que par obligation. Merci M. Platon pour le remerciement au niveau de la transparence, du plan pluriannuel et de ce qui est fait. En fait, vos demandes sur les études, sachez qu'on y est obligé. C'est-à-dire que si on veut aller chercher des subventions, il faut des études approfondies de structure sur ce qu'on veut faire. Voilà. Et on ne pourra pas déroger à une étude approfondie si on veut équiper les tribunes du stade là-dessus. Voilà. Et il faudra y aller. C'est pas ce qu'il veut dire. J'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. D'après le document, j'ai compris qu'il y avait le choix entre le gymnase et je recommande de faire l'étude du gymnase parce que le rendement photovoltaïque sera très bon et d'attendre,
si cette étude n'est pas positive, de faire l'autre étude pour faire quelque chose. D'accord, excuse-moi, j'avais compris qu'on pouvait se passer d'études. Donc là, non, voilà, c'est vraiment des choses qui sont... J'ajoute que la région finance, subventionne ce genre d'études, et il ne faut pas hésiter à le demander. Évidemment, aussi, si, donc non seulement l'étude, mais s'il y a du renforcement de structure à faire, et il le finance aussi. Très bien. Et j'aimerais bien que ce monsieur oui, non, mais parce que je ne veux pas occulter le dernier point que vous avez abordé. Si vous voulez, mais alors je demande votre réponse comme monsieur. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Je vous donnerai la parole. On n'est pas là pour mener les échanges. Mais le dernier point là-dessus et sur la divergence de la maison de santé, bien entendu, vous savez très bien qu'on n'est pas du tout en accord là-dessus et je ne reviendrai pas sur tous les arguments d'une maison de santé en centre-ville. M. Pigné l'a déjà vraiment bien expliqué. Nous avons eu une réunion publique intéressante là-dessus pour redire, d'ailleurs, qui au niveau des attentes ne sont pas partis vraiment sur le sens même de la maison de santé, hein. Ce point de santé essentiel dans les soins partagés, dans éviter les problématiques de désert médical, même à mal mort. Voilà, soyez rassurés, M. Faro, les médecins ils sont connus, que ce soit médecin, que ce soit ostéopathe, que ce soit sage-femme, que ce soit ortho, kiné, etc. Et on est encore en évolution, bien entendu, sur des étapes. Mais vous devriez dû terminer alors qu'on est toujours en cours là-dessus. Voilà. En tout cas, voilà, le permis de démolir, vous l'avez attaqué, on le verra en décision du maire. Mais pour autant, nous avançons et nous poursuivrons notre ambition d'une maison de santé en centre-ville. Voilà, donc je vous redonne la parole. Oui, donc, je vous remercie d'interpréter mes paroles, mais je peux quand même redire ce que j'ai dit. Clairement, je vous ai dit, la cuve, pourquoi à cet endroit-là en fait? Parce que je pense qu'on aurait très bien pu l'installer à un endroit qui ne gâche pas le magnifique terrain qui est situé à cet endroit-là et qui est constructible. Dites-moi où, M. Tarot? Vous la suspendez? Il y a intérêt les services techniques stockent un certain nombre de choses sur le terrain juste à côté depuis des mois, donc vous irez voir, peut-être que vous verrez qu'on pouvait faire ça, voilà. Mais bon, ça c'est mon opinion, vous irez voir. Deuxièmement, je n'ai pas dit que j'étais contre la désimperméabilisation, je vous ai dit que j'étais contre à cet endroit-là parce que le parking il était récent et qu'il y avait d'autres parkings à faire. Donc je ne suis pas du tout contre. Ensuite, concernant les logements sociaux, je ne suis pas contre le logement social. Je conteste la manière dont ça a été fait, c'est-à-dire que je suis un peu inquiet. On a donné 500 000 € pour deux opérations, pour permettre que ces deux opérations puissent se faire et se terminer. Ok, mais qu'est-ce qui va se passer si ce projet plus gros ne voit pas le jour et que, mettons qu'il y ait 50 logements qui ne voient pas le jour et qu'au lieu de 500 000, c'est 1 million d'euros qu'on va devoir aligner. Je voudrais bien savoir, moi je suis inquiet parce que 500 000 € pour ça, je suis désolé, c'est beaucoup. C'est beaucoup, et pour moi, je suis plus inquiet de point de vue budget pour ça que du fait de faire des logements sociaux. Les logements sociaux, je suis favorable. C'est la manière. Voilà. Mais en fait, c'est étonnant, M. Parot. Vous avez toujours des annonces comme ça qui font peur dans les chiffres. Vous savez qu'on passe à chaque fois des délibérations particulières, au cas par cas, sur les accompagnements qu'on apporte sur les opérations. Et on justifie par les plans de financement et ces fonds de concours sur cet accompagnement. Donc quand vous parlez comme ça, 500 000, pourquoi 1 million, et si ça ne va pas se faire, qu'est-ce que vous faites, etc. Voilà, on est dans le flou total dans ce que vous dites, alors que nous sommes dans des délibérations précises au cas par cas sur les opérations. Voilà. Et à chaque fois,
on le vote ou on ne le vote pas. Hein, mais en tout cas, c'est posé et c'est réfléchi. Madame le maire, quand j'ai annoncé 7 millions d'euros pour la maison de santé, vous m'avez dit que j'étais déraisonnable et que j'avançais des chiffres. Et 7 millions, on y est. Voilà, j'ai une autre à dire. Mais non, on n'y est pas, 7 millions. Donc, vous ne lisez pas... 5 millions 6. Ouais, et l'acquisition du bâtiment, 800 millions de plus la démolition, vous n'y est pas. Vous rajoutez ça. Si la démolition y est. Donc, il y a 6 millions et quelques. Bon. De toute façon, c'est votre... Non, mais c'est votre technique aussi. C'est faire peur pour affoler. Et en plus, vous n'êtes pas dans la sincérité là, quand vous annoncez ça. Parce que, bon, je ne vais pas l'interpréter. Moi, je vous ai simplement dit pourquoi on va sur un accompagnement au niveau des logements sociaux. Voilà. Et ça, il faut le comprendre. Et il faut aussi que les Manortais comprennent pourquoi ces pénalités. Et je pense que les journaux et les médias ont assez fait cette année la liste des communes qui n'accompagnent pas, qui étaient en difficulté là-dessus. Parce qu'il y a plein de raisons de pourquoi on en fait ou on n'en fait pas. Hein, il ne faut pas attaquer les maires là-dessus. En tout cas, ça a fait assez la presse là-dessus. Et je peux vous dire que j'étais contente que Malemort ne soit pas dans cette liste-là et que nous avons fait le travail qu'il fallait en découvrant que nous avions 4% en arrivant de logements sociaux sur Malemort et où nous sommes maintenant à 9,8%. Ce qui n'est pas les 25, et on n'y arrivera jamais, il faut le dire aussi, parce qu'on n'est pas sur des opérations aussi importantes, mais en tout cas on est sur les attentes des Malemortais, avec des listes d'attente et des demandes importantes, et les élus sociaux sont là pour le confirmer et être... Et je tiens à remercier dans les rendez-vous qu'elles prennent régulièrement le mercredi. Virginie. Je voudrais rajouter quand même, j'ai pas l'impression que M. Faraud était si favorable que ça au logement social il y a quelque temps. Je suis assez étonnée de cette affirmation aujourd'hui. D'accord. Bon, oui, M. Baucher. Oui, bonsoir. Donc sur le document de synthèse, plutôt bien éclair qui colle au PowerPoint, donc là merci, pas de problème. Puisqu'on parlait de calcul, je ne savais pas de quoi on parlait, enfin je savais à peu près, mais c'est quoi la surface consommée de la calcul, juste parce que Dimitri, tu évoquais le sujet, donc on consomme une surface, donc est-ce qu'on a une idée de la surface consommée? Parce que là, je suis de la conversation, vous n'avez pas fait. Une trentaine de mètres sur 10. Il faut remplir il faut reprendre la piscine. C'est ce qui me semblait, c'était intéressant pour la surface. Il faut avoir une bâche qui puisse récupérer toute l'eau de la piscine. Bon, 300 mètres carrés. 300 mètres carrés. Donc ça marche. Après, sur le budget, en fait, moi je suis déjà exprimé sur le fait d'être assez associé sur des documents ou des sujets importants, et par rapport à la maison de la santé, pas lancer la polémique, mais pour moi, par rapport à la réunion publique qu'il y a eu, je reste toujours sur ma fin sur le manque de démonstration. J'ai déjà dit qu'il y a beaucoup d'affirmations. On avance des données, j'entends bien l'ARH, j'entends bien la CCI, j'entends bien le travail fait par Philippe, etc. Si ce n'est qu'on me le dit, mais je n'ai pas vu de démonstration. C'est exactement page 10 la phrase de la maison de la santé, dont les loyers couvriront les intérêts et les échéances supportés par la section de fonctionnement. On le dit, on l'affirme, Thierry vient de le dire, on n'a pas de démonstration. Ça fait 1 an et demi que je pose cette question. Je ne vois pas pourquoi on n'a pas réussi à faire une simple réunion de travail entre nous pour faire ce travail qui éviterait toutes ces questions qui sont récurrentes. Et tu vas me dire, oui, mais on a déjà expliqué. On a expliqué, oui, j'entends. Je n'ai pas de raison de m'opposer par principe à une maison de santé. On parle de maison de santé, n'importe quel citoyen va dire, oui, c'est intéressant, si ce n'est que cette maison de santé-là, si on me pose la question, je n'ai pas de réponse à apporter en tant qu'élu qui participe à une réunion publique, à des conseils municipaux. C'est pas normal. Voilà. Donc j'ai entendu, il y a de l'affirmation, mais j'ai toujours pas de démonstration, tout comme les problèmes de stationnement, on affirme, on ne démontre pas. Je ne vois pas pourquoi on ne le fait pas. Je ne comprends toujours pas. C'est bien, j'entends, c'est bien, il faut être convaincu. Moi, j'aime bien être convaincu sur un minimum de démonstration, ce qui n'est pas fait. Voilà. Pour la maison de la santé, après, j'avais juste une question, mais je ne sais pas si c'est une coquille, entre la page 11
du document, puisqu'on parlait de budget, il est indiqué 5,6 millions. Et un petit peu plus loin, j'ai 5,9 millions. Donc, quel est le bon chiffre? Voilà. À la page 16, maison en santé, c'est 5 950 000, enfin presque 6 millions. 5,6 millions. C'est 5,6 millions. Ok. Voilà. Et puis après, autre point, est-ce qu'on évoque, alors, que devient la maison frontière? Est-ce que le pont, alors moi j'évoque ce sujet-là, le pont c'est abandonné ou pas? Alors, le pont... Ou reporté, ou je sais pas, mais et indirectement donc la maison frontière. Donc, le département a communiqué sur le pont, c'est le département, hein, c'est pas la commune. Donc là, les informations que je vous donne ne sont pas communiquées par le département. Donc, il semble que ce soit reporté d'un point de vue du financement avec le problème du département du Vaucluse qui ne s'engage pas avec le département des Bouches-du-Rhône. Alors, si je comprends bien, le Vaucluse ne s'engage plus parce qu'il est engagé, ouais. Et le CD13 ne s'engage plus à court terme, mais à moyen terme, ouais. Peut-être. Ouais. Donc le pont est suspendu. Ouais. D'accord. Ok, ça va. Et donc la maison frontière, on continue ou pas? Eh bien, pour le moment, on attend. Enfin, on voulait le faire en parallèle, hein, donc les études sont faites, le projet est là, mais il faut qu'il soit bien entendu lié au pont, hein, parce que ça n'aurait pas de sens. Ok. Voilà. Alors moi, je voudrais juste te poser une question qui a peut-être rien à voir avec le municipal. Je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre, mais 55 communes des Bouches-du-Rhône pour un montant de 15,75 millions de pénalités sur les logements sociaux. Ces fonds, ils sont reversés où? Est-ce qu'on le sait? Est-ce que ce sont des fonds qui vont aider après à la construction quelque part ou ça va dans les caisses de l'État comme le... Non, non. Le circuit, c'est redistribué par les aides à la pièce. Donc, si c'est redistribué, la commune de Valmont, elle peut aussi demander des aides là-dessus, non? Ou non? Alors, c'est plus compliqué avec ça sert au financement du logement social. Voilà, par l'État. Donc, c'est pas la commune, c'est distribué, on va dire, au niveau de l'EPFDA, de l'établissement public foncier aussi, de l'accompagnement de la commune, mais après, nous, la commune, elle ne peut pas aller chercher directement. Sauf ce dernier courrier, qui n'est pas vieux, hein, de respect, qui est du 28 mars, qui dit qu'il va y avoir donc en effet des aides sur chaque logement pour accompagner les communes. Puisqu'on parle de logements sociaux, tu as évoqué 9,8% ouais. À peu près. Dans les 5 à 10 ans qui suivent, est-ce qu'on a une idée du taux approximatif? Est-ce qu'on espère 10, 11, 12, 13, 15% ou on ne sait pas? Alors, en fait, il y a une partie qui reste dans l'incertitude parce que c'est lié aux OAP, donc les orientations d'aménagement programmé, qui sont sur des terrains ciblés et qui dépendront de la volonté des propriétaires. Donc ces OAP, elles avancent plus ou moins vite, et en effet, c'est elles qui, en anticipant, nous ont fait passer de 4 à 9. L'opération qui va permettre d'augmenter ce pourcentage aussi, c'est l'écoquartier du Roure, clairement. Hein, donc celui-ci, avec les donc, sur l'écoquartier, je fais une nouvelle demande. Si on peut avoir une réunion d'information sur cet écoquartier pour parler de logement social, ça m'intéresse. Voilà. Oui. Donc ça se fera. Merci. Voilà. Je peux rajouter quelque chose sur le logement social. Il a plusieurs fois été évoqué le chiffre de 250 demandes de main mortée, de familles main mortaises pour le logement social. Et j'ai regardé donc, le contrat de mixité sociale. Le contrat de mixité sociale évoque 205 demandes. Alors, il y a peut-être une inversion entre le 5 et le 0.
dont 151 demandes de familles malmortaises et 54 extérieures. Donc c'est ce qu'il y a dans le contrat de mixité sociale. Sauf que les chiffres qu'on annonce, le contrat de mixité sociale, on l'a travaillé il y a 3 ans. Hein, et du coup, c'est les chiffres du 1er janvier 2023. Oui, 2023. Et en effet, ces chiffres du 1er janvier 2023, ils augmentent, mais je laisse vous faire. Alors effectivement, il y a des chiffres que l'on a annoncés, ce sont des demandes de logement social au niveau de la commune, déposées par des citoyens qui soient malmortés ou autres. En revanche, il y a aussi des demandes qui n'apparaissent pas chez nous, qui apparaissent directement, qui ne sont pas enregistrées. C'est-à-dire qu'on n'a pas connaissance de ces personnes-là, sauf si on va sur le fichier SNU, donc du coup le fichier national, pour avoir toutes ces données-là. Or, nous, pour avoir notre propre tableau qui nous sert justement à faire des attributions pour les logements sociaux, on se sert des personnes qui sont venues directement en mairie et enregistrer leur demande de logement social chez nous. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, je comprends, mais moi ce qui m'étonne, c'est la différence entre donc, ce qui est enregistré au niveau du CCAS et donc ce qui est enregistré au niveau de l'État. Donc vous dites qu'il y a des demandes qui sont enregistrées au niveau de l'État dont vous n'auriez pas connaissance, dont vous en auriez moins, et là c'est l'inverse. Il y a le contingent préfecture, métropole, nous n'avons pas, je veux dire ainsi, la main sur cela, qui rajoute aux chiffres que vous avez encore davantage de chiffres. Donc vous avez en effet des gens qui viennent directement au CCAS pour faire leur demande. Ensuite, vous avez la demande nationale. Et dans cette demande nationale, vous avez des gens qui peuvent arriver à Malmort. Par le biais de la préfecture, par d'autres biais que notre fichier. J'espère que les chiffres de la préfecture qui sont dans le contrat de mixité sociale sont du bon. Ils évoluent aussi, oui, parce que ils le évoluent. contrat de mixité, il est de 2023 et on est en 2025. Donc voilà, je ne cherche pas à gonfler. C'est simplement qu'il y a un vrai besoin et qu'il faut tout mettre. Et il y a une priorité qui est donnée aux malmortés ou pas du tout? Alors, encore une fois, on va se répéter. Lorsqu'il y a une attribution, les choses sont simples. Si nous avons effectivement, alors contingent métropole, qu'est-ce qu'on a? Nous avons des préfectures, des lois d'anneau, donc vous avez effectivement, nous avons nous présentons 3 dossiers, évidemment, dans la mesure du possible, des malmortés, c'est toujours le cas, et après, le choix ne nous appartient pas. C'est le bailleur social qui va, en commission, avoir le choix final. Mais bien évidemment, lorsque nous proposons, ce sont les malmortés. Et si jamais ça ne correspond pas, il arrive parfois que ce soit des gens de l'extérieur, mais évidemment, nos propositions, ce sont les malmortés. Et après, lorsque dans certains logements, vous avez des gens qui sont des inconnus, qui ne sont pas des malmortés, ce sont des gens qui ont été... Ce sont en fait des logements sur lesquels nous n'avons pas de la main. Ce sont des réservataires qui ne sont pas la commune, ce sont plutôt des réservataires métropole, département ou préfecture. Ce qui fait qu'en général, ce sont eux qui font la proposition des candidats et nous n'avons absolument pas la main là-dessus. Lorsque on nous demande notre avis, pour répondre plus simplement à votre question, oui, bien évidemment, nous faisons la priorité aux malmortés d'abord. C'est bien. Très bien, merci. Merci de ces précisions. Je rajouterai qu'en plus, elle participe aux commissions pour défendre les dossiers. Elle n'ose pas le dire, malheureusement, cette modestie, mais en tout cas, c'est un gros travail. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, si. Juste, je relance sur le plan vélo. Le plan vélo. Le plan vélo, on a prévu une ligne.
20 000 euros. 20 000 euros Cette année. pour cette année, 2025, avec le travail qui a été fait en commission, le plan du lot et les premières parties, 20 000 euros.